Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo qui est un nouveau format, puisque là c'est un format où je vais vous parler d'une lecture historique. Et du coup aujourd'hui je vous parle de ce livre de Pierre Laborie, L'opinion française sous Vichy, qui du coup parle, comme son nom l'indique, de quelle était l'opinion française sous Vichy. Voilà, c'était difficile à deviner. Donc il est écrit par Pierre Laborie, qui était un historien, qui est né en 1936, et qui est mort il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est mort en 2017. Donc c'est un historien qui est l'un des spécialistes de la question de l'opinion publique et qui s'est aussi beaucoup intéressé à l'époque de Vichy. Donc ce livre réunit un peu ces deux spécialités. Même si à l'origine il s'était plutôt intéressé à la Révolution française, mais rapidement il s'est orienté vers la Seconde Guerre mondiale, Vichy, l'occupation, tout ça. Donc c'est un des grands historiens de contemporains en France. Et petite anecdote sur Pierre Laborie, un de mes enseignants que j'ai actuellement en cours l'a eu comme professeur. Donc voilà, donc en quelque sorte je suis son élève au second degré, on va dire. Et du coup, dans ce livre, qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, vous pouvez voir, si vous voyez, il parle de période 1936-1944, alors que Vichy c'est 1940-1944. Car en effet, pour Laborie, ce qui s'est passé sous Vichy et ce que les Français ont pensé de Vichy a été en grande partie amené par ce qu'il y a eu avant. Et donc lui, il prend comme point de départ 1936, même si il y a quelques allusions à des choses plus anciennes, par exemple la crise de 29, qui a un rôle non négligeable, et qui donc a amené à Vichy. Par exemple, dès 1936, voilà, dès les années 30 déjà, on est dans un pays qui voit une montée de la xénophobie, montée de l'antisémitisme, qui est historiquement présent en Europe et en France, hashtag affaire Dreyfus, mais également une montée de la peur, une peur à la fois de la guerre civile, parce qu'on a des montées des ligues nationalistes, mais également une poussée du syndicalisme, du communisme, de l'anarchisme, l'exemple de la guerre d'Espagne à côté, qui est le pays parti en guerre civile, donc ça aussi c'est un exemple qui fait peur pour beaucoup de monde. C'est des tensions sociales qui sont accrues. Avec le Front populaire, il y a eu les grandes grèves de 1936, des grands mouvements sociaux. Donc là aussi, il y a la bourgeoisie qui craint cette guerre civile face au prolétariat. Donc il y a ce sentiment de peur-là, il y a la peur de la guerre en général, avec l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, et le traumatisme de la Première Guerre mondiale, qui est encore fortement présent. C'est fini moins de 20 ans, une vingtaine d'années plus tôt. Les gens l'ont connu, les gens sont encore traumatisés parce que ça a été un véritable charnier. Donc les gens ont peur, les gens veulent éviter la guerre, ce qui explique également pourquoi la France n'a rien fait en Espagne, elle n'est pas intervenue contre le coup d'État fasciste, et pourquoi elle n'est pas intervenue contre l'Allemagne, alors que l'Allemagne est en train de préparer son plan d'annexer l'Autriche, la Tchécoslovaquie, etc. La France n'a rien fait, parce qu'il y avait cette peur de la guerre, il fallait tout faire pour l'éviter. Il y a également le pays divisé. Les gens sont très divisés, à la fois du coup entre ouvriers et patrons, les divisions, les tensions s'accroissent avec les grands mouvements sociaux, par origine et par religion, avec le racisme et l'antisémitisme, je l'ai dit, mais également au sein des opinions. Les opinions se tranchent et les opinions elles-mêmes, au sein du mouvement d'opinion, les divisions apparaissent. Par exemple, le communisme est traversé par des remous entre d'un côté ceux qui par antifascisme veulent combattre l'Allemagne nazie, ce qui était plutôt majoritaire chez les communistes avant le pacte germano-soviétique, et puis après le pacte, du coup ce pacte-là, une grande partie des communistes se rallient à une idée plutôt pacifique, à refuser la guerre pour respecter la décision de l'URSS, mais il y en a toujours une partie qui veulent combattre le fascisme et le nazisme. Et donc là aussi, on voit un courant qui est divisé. La SFIO, elle, se divise sur la question est-ce qu'il faut intervenir en Espagne ou pas. Une partie veut intervenir par solidarité envers un gouvernement de front populaire et contre le fascisme. Mais une partie veut pas, elle veut la paix, elle veut éviter la guerre civile. Le courant pacifique, qui est un courant très important du coup dans l'opinion, comme je l'ai dit, est lui aussi très divisé parce que les raisons d'être pacifique sont différentes. Comme on l'a vu, il y a les communistes qui, par respect du pacte germano-soviétique, se sont ralliés au pacifisme. T'as des anarchistes qui sont par antimilitarisme, sincère. Alors que d'autres anarchistes, de leur côté, par antifascisme, veulent combattre l'Allemagne. Donc le courant anarchiste est divisé, et donc ça rajoute également une division au sein du courant pacifique. Le courant pacifique est également représenté donc par des pacifiques sincères, historiques, qui veulent refuser tout conflit,
Également, on y retrouve également des gens d'extrême droite, pourtant d'habitude plutôt assez belliqueux, mais qui, par solidarité envers le nazisme et le fascisme, veulent éviter un conflit avec l'Allemagne et l'Italie. Et une partie de la bourgeoisie également veut éviter la guerre parce que si une partie de la bourgeoisie, elle, va soutenir la guerre et parce qu'elle y trouve des intérêts économiques, des opportunités, notre partie de la bourgeoisie, elle va plutôt chercher la stabilité. Et pour elle, la guerre, ça va être des remous, c'est un risque de guerre civile, qui est donc une grande crainte. Donc là encore, on a un courant qui est divisé. Donc le pays est traversé de nombreuses divisions, ce qui fait que le sentiment d'unité nationale, chose qui, selon Laborie, est importante dans les représentations des gens, lui, oui, il émet l'hypothèse que l'unité nationale, c'est quelque chose qui existe surtout par le ressenti, plus qu'une existence réelle, parce que les pays sont tout le temps divisés en plein de trucs, il y a toujours des gens qui ont des opinions diverses, etc., plusieurs religions, même parlent plusieurs langues, tout ça, plusieurs cultures, etc., etc., mais qu'il existe souvent un sentiment d'unité nationale. Les gens ressentent le fait d'appartenir à un pays, et c'est selon la majorité des gens, et selon Laborie, c'est pour cette majorité des gens quelque chose d'important, un repère. Et donc, ce repère-là part à ce moment-là en morceaux. Et vu que les autres repères idéologiques sont également en train de partir en morceaux, il y a un sentiment, les gens sont perdus. Encore une fois, selon Laborie. Ce que je vous dis là, c'est ce que dit le livre, et il y a d'autres auteurs qui ont des points de vue différents sur la période, sur les opinions, mais on va rester là sur ce que dit le livre, parce que c'est celui dont je parle. Du coup, les gens sont perdus, et quand arrive la guerre, et que la France se prend une raclée, que le pays part en morceaux encore plus, pour beaucoup, la situation est désespérée. La situation est dramatique, les gens sont... C'est difficile de concevoir à quel point à ce moment-là, les gens sont dans un état d'hébétude, de perdition. Et c'est quand on est dans ce genre de situation que la figure d'un sauveur suprême est le plus espérée, et qu'une personne se présentant ainsi comme sauveur suprême peut apparaître et avoir le plus de champ libre. Et cette personne-là, ce fut Pétain. Parce que Pétain, c'était un héros. C'était le héros de la Première Guerre mondiale, vainqueur de l'Allemagne, le héros de la nation, le plus français des Français. Donc, pour les gens, c'était un point de repère solide, un ancrage. Et les gens étaient persuadés qu'il allait sauver le pays, le relever. Ce que lui prétendait également avec sa révolution nationale, qu'il allait remettre le pays sur les rails, reconstruire l'unité de la nation contre les traîtres, contre ceux qui l'ont fait tomber. Et ceux qui l'ont fait tomber, c'était dans son idée, et dans l'idée de beaucoup de gens nourris par la xénophobie et l'antisémitisme, l'étranger et le juif. Et donc les gens étaient très majoritairement convaincus que Pétain, à ce moment-là, allait sauver la France, parce que c'était un héros pour quasiment tout le monde. Il avait cette image-là. Et donc en 1940, alors que les gens étaient hostiles à l'Allemagne majoritairement, hostiles plutôt à la collaboration, ils étaient très majoritairement pour Pétain. Et les gens étaient persuadés que Pétain allait sauver la France et sauver la France de l'Allemagne. Parce que comme il était le vainqueur de la Première Guerre mondiale, pour les gens, il ne pouvait pas être pro-Allemagne. C'était un anti-allemand. Ils étaient convaincus que oui, c'est lui qui allait permettre à la France de vaincre l'Allemagne au final, de s'en sortir face à l'Allemagne. Donc en 1940, aussi paradoxal que ça puisse paraître aujourd'hui, être anti-allemand et pro-Pétain était quelque chose de courant. Et cette chose va évoluer. Cette opinion-là va évoluer progressivement durant la période d'occupation. Avec plusieurs facteurs. Déjà, les gens vont bien voir au moment que l'État français collabore avec l'Allemagne. Les policiers font les rafles aux côtés des soldats allemands, livrent des juifs aux Allemands, livrent des communistes, etc. aux Allemands, à l'Allemagne nazie, que le gouvernement du coup français va aussi soutenir économiquement l'Allemagne, va faire tout ce que l'Allemagne nazie lui demande. Il y a les restrictions économiques qui vont aussi peser, les restrictions en alimentation, les difficultés. Donc ça aussi, qui certes d'un côté empêche les gens de se soucier de la résistance ou pas parce qu'ils sont dans leurs problèmes des quotidiens, mais ça comme effet également de rendre plus impopulaire le régime de Vichy. La fin de la zone libre également, c'est quelque chose qui va faire changer les opinions également. En effet, le fait que toute la France se retrouve occupée alors qu'elle était censée avoir une zone libre administrée par Vichy va créer une association plus forte entre l'Allemagne nazie et le régime de Vichy.
Donc ça, c'est quelque chose qui va se dérouler entre 1941 et 1942. Il y a une transition d'un attentisme par rapport à la question de la résistance. Donc les gens sont plutôt hostiles à l'Allemagne, mais sans rien faire, ils attendent de voir, majoritairement. Il y a des collabos sincères et des résistants sincères, déjà à cette époque. Mais la majorité des gens sont en attente. Mais avec une certaine hostilité à l'Allemagne. 1941-1942, cette hostilité à l'Allemagne se durcit. On passe d'une hostilité à une haine, une rage contre l'occupant. Et Vichy se retrouve de plus en plus associé à l'Allemagne nazie, donc plus impopulaire. Par contre, la figure du maréchal reste assez populaire. C'est surtout Laval, qui est ministre, qui va se retrouver à symboliser la collaboration. Pétain est plus vu comme subissant, une victime, à qui on impose cette collaboration. Parce qu'encore une fois, c'est un héros de la nation qui ne peut pas trahir le pays, qui ne peut pas être pro-Allemagne. Autre élément également qui joue, c'est le service de travail obligatoire, qui montre également que le régime de Vichy collabore à fond et que c'est un truc que les gens refusent de participer à ce service de travail obligatoire. Et donc ça va jouer sur le retournement d'opinion et également sur le fait que bonne part, que pas tous, en réalité, on a l'image que tous les gens qui refusent le STO ont rejoint le maquis. C'est faux. Mais une part non négligeable l'a fait et ça a également grossi les rangs de la résistance. Et donc, 1942, voilà, à partir de novembre 1942 et l'occupation totale du pays, l'image du régime Vichy est clairement tombée dans l'opinion très bas. Et 1943-1944, l'opinion se cristallise vraiment sur cette opposition à l'occupation et cette opposition au régime de Vichy. Donc, les solidarités envers la résistance vont à cette période augmenter. Il y avait une solidarité, on va dire, passive qui existait envers la résistance. Globalement, les gens ne dénonçaient pas les résistants déjà dès 1941. La majorité des gens, on parle d'une majorité, la majorité des gens n'étaient pas actifs à soutenir la résistance. Ils n'allaient pas les aider, ils n'allaient pas leur donner de la nourriture, ils n'allaient pas les héberger. Mais ils allaient se taire. Ce qui déjà a pas mal aidé la résistance à éviter de se faire complètement démanteler. Parce que si la majorité des gens les dénonçaient, à un moment donné, ils auraient tous fini en prison rapidement. Mais de cette solidarité passive, la solidarité active va se développer. Donc, comme je vous dis, fournir de la nourriture, les héberger, fournir des renseignements, les cacher, des trucs du genre, qui vont permettre à la résistance de prendre plus ampleur, en plus des personnes qui les rejoignent effectivement. Et donc ça, c'est quelque chose qui va donc se cristalliser entre 1943 et 1944. Et même encore à cette période-là, même jusqu'à la fin de l'occupation, à la chute de l'Allemagne, le maréchal, lui, toujours, même si sa popularité baisse, semble garder quand même une certaine sympathie. Il reste quand même le héros de la nation qui maintenant est victime de l'Allemagne et donc responsable de la collaboration. En sachant, voilà, ce que je vous ai dit là, c'est un résumé. Il y a des fluctuations, il y a des gens qui ont... Déjà, c'est une opinion qui est collective, qui est composée de plein d'opinions différentes, et il y a des fluctuations. C'est-à-dire que même entre 1941 et 1942, globalement, l'opposition à l'occupation augmente. Mais il y a des moments de rebaisse et des moments de réaugmentation. C'est quelque chose qui n'est pas une ligne droite, mais une courbe qui vous oscille avec un sens général d'augmentation. Voilà, donc ça c'est à peu près du coup l'évolution d'opinion en résumé rapide. Et comment, sur quoi, du coup, comment il a constitué ce livre et sur quoi il s'est appuyé pour savoir quelle est l'opinion des Français. Sur 1936-1940, il y a pas mal de sources diverses. Il y a la presse qui donne une idée de ce qui se passait, de ce que également la presse est un vecteur d'opinion. Donc si on sait ce que pensent les vecteurs d'opinion, on a une idée de ce que l'opinion va recevoir, et donc en partie penser. On a également tout ce qui est affiche et tract de mouvements politiques, ce qui permet de savoir qu'est-ce qu'un courant politique globalement pensait. On a également tout ce qui est renseignement de l'État, donc la police, la préfecture, qui, tout gouvernement va essayer de se faire une idée de ce qui se passe dans l'opinion. Donc, ces rapports qui sont pour partie trouvables dans les archives nationales ou régionales ou départementales, permettent d'avoir une idée de l'opinion de l'époque. Après 1940, les sources sont moins nombreuses moins diverses en tout cas, parce que tout ce qui est presse, c'est contrôlé, donc tout le monde dit la même chose. Les partis politiques et syndicats sont interdits, donc on a certes des affiches et des tracts clandestins, mais on a quand même accès à beaucoup moins de sources à ce niveau-là. Par contre,
tout ce qui est enquête d'opinion, ça se multiplie. Le régime de Vichy a mené une surveillance énorme, avec l'ouverture de centaines de milliers de courriers, les écoutes de beaucoup de télégraphes, d'appels téléphoniques et encore plus d'enquêtes de gens qui vont écouter ce que les gens disent, des gens qui vont essayer d'écouter les rumeurs dans les bars, les marchés. Donc ça va se multiplier. Et donc, même si beaucoup de ces archives ont été détruites, parce que certaines personnes ne souhaitaient pas forcément que ça soit rendu public, on a quand même accès à énormément de sources, énormément de traces de courriers, énormément de traces de retranscriptions d'appels qui permettent d'avoir une idée de ce que les gens se disaient entre eux, et donc une idée de leur opinion. Avec évidemment des biais. Par exemple, si tu es aussi l'origine de Vichy, tu vas te méfier, tu vas te dire que tu es peut-être écouté et surveillé, et donc pas forcément exprimer ton hostilité. Donc ce qui fait que, par exemple, la sympathie envers le mouvement de résistance, il y a des statistiques quelque part vers la fin, je vous retrouve ça. Tac, tac, tac. Si je retrouve ça. Ah voilà. Donc là, on a des chiffres selon les rapports de la police et de la préfecture, comment les gens réagissaient aux actes de résistance. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai pas le retour là, parce que j'ai mes notes sous les yeux. Et du coup, on voit que majorité, c'est des commentaires neutres. Il y a ensuite énormément de réprobation et très peu d'approbation. C'est une chose l'approbation va augmenter avec le temps. Vous voyez là, on a les évolutions dans le temps. Donc on voit que ça passe de 1,76, après ça diminue à 0,55, mais après on monte progressivement à 2,5. Mais voilà, c'est une notation assez lente. Et le contre reste aussi quand même important. En tout cas dans les contrôles techniques de la presse, enfin pas de la presse, du courrier. Mais en soi c'est normal, parce que les personnes qui vont soutenir la résistance, ils vont surtout, plus le temps passe, parce que là on est en 1944, à ce moment-là les gens ne font plus confiance au régime de Vichy, ils se doutent bien que leurs courriers peuvent être interceptés. Et donc si tu es pour la résistance, tu vas pas le dire, parce que tu sais que ça va se savoir, et que tu risques des soucis. Donc ça entraîne forcément une sous-estimation. Mais ça reste quand même, ça permet quand même d'avoir une estimation et une idée des évolutions. Donc voilà, oui, mon opinion personnelle, ça peut toujours servir. Globalement, c'est intéressant. Il développe une idée qui peut être différente de ce que était à une époque le résistentialisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a eu jusqu'aux années 60, 70, sous De Gaulle par exemple, l'idée que la France a été résistante, les Français ont tous résisté. Et après, on est passé sur une idée plus de la France a été un pays de collabos. On a tous collaboré quasiment, et qu'à la fin, on a tous rejoint la résistance comme des lâches. La Borie est plus sur une idée beaucoup plus complexe, où il y a eu certes des collabos qui sont passés à la résistance vers la fin par opportunisme, mais qu'on avait beaucoup de gens qui étaient dans l'attentisme, mais également dans une idée d'être contre l'Allemagne, mais favorable à Pétain, ce qu'il explique, et que donc l'opinion de cette époque était très complexe. De toute façon, les opinions sont des choses complexes à étudier, mais que dans une période trouble comme celle-là, ça l'est encore plus. Donc je trouvais ça assez intéressant, ce fait de ne pas être dans une vision simpliste. Après, c'est plutôt bien vulgarisé, même s'il y a quelques passages un peu compliqués, mais globalement ça va. Quelques passages, j'ai l'impression qu'ils se répètent un peu sur certains aspects. Par exemple, quand il parle de la xénophobie, j'ai l'impression que ça se répète un peu en disant à peu près la même chose avec juste des petites variations, mais c'est juste certains moments. Globalement, c'est un livre intéressant. Donc, si vous vous intéressez à Vichy, ça peut être une lecture intéressante. Voilà. J'essaierai de m'intéresser un peu à ce que l'on dit les autres. Enfin, j'ai regardé un peu, mais m'intéresser plus en profondeur sur ce qu'ont pu dire les autres personnes qui ont travaillé sur cette question-là de l'opinion française à cette époque, pour peut-être vous faire une vidéo vraiment dédiée à cette question-là, où je rentrerai en détail avec les points de vue différents et pas juste les points de vue de la Borie. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère que ce nouveau type de format vous plaira. Si c'est le cas, j'essaierai de vous faire pareil quand j'aurai des lectures intéressantes. Et puis voilà, donc si ça vous a plu, montrez-le avec un pouce bleu et un petit commentaire. Vous pouvez également dire en commentaire si vous a pas plu, mais c'est mieux si vous expliquez pourquoi, parce que juste un j'aime pas, ça sert pas à grand chose. Et puis vous pouvez partager la vidéo, ça aide, et vous abonner pour voir les prochaines, surtout si ça vous a plu, tant qu'à faire. Au revoir tout le monde.